Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, on va parler de cette semaine qui va être décisive sur les marchés financiers. Le Bitcoin, alors qui baisse, pas beaucoup, qui perd 3-4%, mais malgré tout, on est autour d'une résistance. Et ce qui est intéressant, c'est que normalement, si le Bitcoin était super haussier, et il devrait l'être, avec toutes les nouvelles positives, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, avec le fait que il est question de dérégulation, c'est-à-dire c'est historique. Personne n'aurait imaginé que Trump allait mettre en place ce type de politique. Il faut pas oublier que Trump, il y a quelques années, disait le Bitcoin est un danger pour le dollar et donc en fait il faut taper fort sur le Bitcoin. Et aujourd'hui, il a complètement changé de discours. Et donc quand on a quelque chose d'aussi positif et que malgré tout, le Bitcoin, il peine à casser la résistance, à surveiller. D'accord. Donc moi, je l'ai déjà dit dans mon live d'hier, je suis haussier pour le moment sur le Bitcoin, je suis haussier sur XRP. Mais clairement, je ne suis pas non plus figé et j'observe ce qui se passe. Une correction est normale. Clairement, on va avoir une grosse semaine décisive, donc je pense qu'il y a beaucoup de news. Et donc, c'est important de prendre en compte cette semaine, de ce qui va se passer durant cette semaine, notamment sur un plan chiffre. Donc, semaine décisive, qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? Donc, tout d'abord, on a le Bitcoin qui commence à baisser, mais voilà, pour le moment, c'est pas méchant. Réunion de la Fed. Alors là, c'est très important. Vous savez que Trump souhaite une baisse des taux d'intérêt. Le problème de la baisse des taux d'intérêt, c'est que l'économie, elle est quand même en surchauffe. Donc, la Fed, qui est la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, son objectif, bien évidemment, c'est le plein emploi, mais c'est également de combattre l'inflation. Et la Réserve fédérale et les banquiers centraux ont peur de l'inflation. Et si effectivement l'inflation dérape, c'est difficile de revenir en arrière. Donc Trump, aujourd'hui, bien évidemment, essaie de défendre son dossier, à savoir baisser les taux d'intérêt pour relancer l'économie, mais l'économie, elle est déjà au beau fixe aux États-Unis. Donc la Fed, elle va prendre des décisions et peut-être que ces décisions seront de dire, on va pour le moment garder les taux d'intérêt, on va même les augmenter si l'inflation dérape. Deuxièmement, il y a les politiques de Trump avec les droits de douane, etc. Alors bien sûr, beaucoup disent c'est génial pour les États-Unis, c'est top pour l'emploi américain, etc. Bon, il y a peut-être des raisons qui peuvent justifier ça, mais sur un plan inflation, clairement, des mesures protectionnistes vont avoir un impact positif sur l'inflation, vont faire flamber l'inflation. Cette semaine, on aura également les résultats de grosses boîtes comme Tesla, comme Meta, etc. Et c'est très important à suivre parce que si les résultats sont bons, c'est très bien, ça va confirmer la tendance actuelle. Si les résultats sont mauvais et si on a des grosses chutes, ça risque de freiner un peu le marché haussier actuel. Il faut pas oublier que est-ce que aujourd'hui c'est pas le moment de vendre la news? La news c'est quoi? C'est Donald Trump au pouvoir. Donc avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, le marché s'excite, tout le monde est euphorique, tout le monde est très positif. Maintenant, Trump, il est arrivé au pouvoir et peut-être que certaines personnes se disent, c'est le meilleur moment pour prendre ses bénéfices. Et encore une fois, moi, je vous le dis, je ne suis pas encore vendeur, les marchés tiennent bien, ils sont malgré tout assez solides, mais comme je l'ai dit dans mon live d'hier, il faut écouter Howard Marks, il faut écouter Warren Buffett. Les marchés ne sont pas bon marché, d'accord? Ils sont très 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 élevés et des valorisations quand même stratosphériques. Alors, chute du Bitcoin aujourd'hui, 5% environ, après un pic de 105 000 dollars. Alors, cette baisse, elle a entraîné 130 millions de dollars de liquidation, c'est pas grand-chose, et ça a réduit la capitalisation à 1900 milliards de dollars. Les facteurs de la baisse, cette semaine, la Fed, la politique monétaire, et bien évidemment l'impact des taux. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est cette baisse. Alors, est-ce que c'est catastrophique? Non, au sens où on est bien d'accord, le Bitcoin est toujours haussier, on est toujours dans une tendance plutôt positive, d'accord? Maintenant, pour moi, ça c'est le gros niveau à casser pour véritablement rentrer en tendance positive. Vous voyez que là, c'était avant l'arrivée de Trump au pouvoir, mais ça y est, on savait que Trump avait été champion, était élu. Donc on a une forte hausse. Et vous voyez que depuis décembre,
bah, le Bitcoin ne fait pas grand-chose, alors qu'il y a eu énormément de nouvelles positives. Donc je pense qu'il y a clairement un attentisme. Pour ma part, le niveau clé, il est là. D'accord? Donc c'est le niveau qu'il va falloir casser pour véritablement rentrer dans une nouvelle jambe haussière. Et à la baisse, le niveau que je vais surveiller, c'est le niveau des 90 000 parce que ça a donné les principaux et les précédents supports. Et sur le RSI, on voit une grosse divergence qui n'est pas validée, mais elle serait validée en cassure de la zone de neutralité. Et la zone de neutralité, ça correspondrait aux 90 000. Donc pour le moment, il n'y a pas encore de danger, mais bien évidemment, il faut surveiller. L'or. Alors, l'or, c'est intéressant parce que l'or se comporte très bien. Il est autour également de résistance. Il y a une attractivité pour l'or parce que, encore une fois, beaucoup d'incertitudes et notamment que va faire Trump, comment ça va se passer et puis l'inflation. Et l'or a toujours été une valeur refuge en matière d'inflation. Ça préserve le pouvoir d'achat en période inflationniste. Donc, encore une fois, ça va être très important de voir comment va se comporter l'inflation. Si l'inflation grimpe, l'or va vraiment flamber. Si l'inflation fléchit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux d'intérêt vont baisser et ça va être très positif pour les actions. Donc l'or à surveiller. On est sur des points hauts, donc attention à attendre une consolidation ou quelque chose comme ça avant d'envisager un positionnement, mais il va falloir bien évidemment s'y intéresser, notamment en matière de diversification de portefeuille. Alors, l'impact des politiques de Trump. Alors, bon, on le sait bien, Trump arrive. Il a lancé plein de projets. Il a parlé beaucoup d'IA. Il a parlé de centaines de milliards, de milliers de milliards de dollars investis. Et clairement, beaucoup de chefs d'entreprise américains, notamment les géants de la tech, sont très très contents de l'arrivée de Trump au pouvoir. Mesures économiques, donc Trump, il veut une baisse des taux d'intérêt, il veut également une baisse du prix du pétrole. Il a dit, je vais appeler l'Arabie Saoudite pour baisser le prix du pétrole. Alors, le prix, il est déjà pas très élevé. Clairement, ce n'est pas l'intérêt d'autres pays, comme la Russie par exemple, mais c'est aujourd'hui Trump ce qu'il a envie de mettre en place. Et clairement, il arrive avec une stratégie très agressive, notamment sur la partie droit de douane, négociation. Trump aujourd'hui sait que il est en position de force, sait que le monde est en difficulté, est divisé. La Chine elle est en difficulté, la Russie est en difficulté, l'Europe est en difficulté, et que il est en position de force. Et donc à partir de là, Trump est en train d'imposer. Les Européens ne sont pas gentils avec nous, on va augmenter les droits de douane. Ils n'achètent pas nos voitures. Alors que tout le monde a un iPhone, tout le monde est sur Meta, tout le monde est sur Google, tout le monde là c'est ma vidéo, elle est sur YouTube. Mais non, c'est pas suffisant. Et donc en fait, clairement, il est en train de négocier un maximum. Et le risque, encore une fois, c'est que pour le moment ça va bien, mais et si ça dérape? Et si on se retrouve dans une situation où finalement, les États-Unis augmentent les droits de douane, le reste du monde augmente ses droits de douane, et on se retrouve dans une situation où tout le monde se renferme sur lui-même et où on a une hausse de l'inflation. Et ça, c'est un risque qu'on néglige, qu'on a eu tendance à oublier et à dire mais il faut bien se rappeler que l'Organisation mondiale du commerce, les accords de ce que l'on appelait d'ailleurs le GATT, General Agreement on Tariffs and Trades, d'accord? C'est les accords généraux sur les droits de douane. Ça a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale et l'objectif c'était quoi? C'était de se dire, quand il y a eu l'entre-deux-guerres mondiales, les États-Unis ont augmenté les droits de douane, les Européens ont rétorqué, ont augmenté les droits de douane, fermeture des frontières et bien évidemment crise, récession, dépression, guerre mondiale, et on sait ce qui s'est passé. Et l'histoire, elle est là. Alors après, bien sûr, les choses ont changé, les choses ont évolué, on n'est pas en train de vivre le même moment de l'histoire, on est d'accord. Mais malgré tout, l'histoire, elle est là. Et beaucoup de gens disent oui, mais le libéralisme, justement, le commerce international, si vous maîtrisez l'économie, c'est du libéralisme. C'est le fait de dire, en ouvrant les frontières,
bah, finalement, ça va profiter au bien-être du général et tout le monde pourra en tirer profit avec une division du travail, avec chaque pays qui va pouvoir se spécialiser dans les domaines dans lesquels il est le plus fort, etc. David Ricardo, d'ailleurs, c'était un économiste qui avait pris l'exemple du Portugal et de l'Angleterre et il disait voilà pourquoi l'Angleterre a intérêt à faire du business avec le Portugal. Portugal va se spécialiser par exemple dans le vin, l'Angleterre dans la fabrication de textiles et chacun va être spécialisé dans son domaine où il a une grosse valeur ajoutée. Alors que si chaque pays se renferme sur lui-même, produit tout au sein de son même pays, bah, il va pas avoir ces économies d'échelle, il va pas pouvoir produire au plus grand nombre et donc ça va être néfaste pour la croissance mondiale. Alors ça, c'est la théorie bien évidemment économique, c'est la théorie libérale, mais je vois beaucoup de gens dire oui, mais le libéralisme, et en fait, ils connaissent rien à l'économie. Non, le libéralisme, c'est ça. Il faut bien étudier les classiques, David Ricardo, Adam Smith, etc. Et pourquoi ces politiques ont été mises en place. Alors bien évidemment, ces politiques ne sont pas parfaites. On l'a vu, notamment la Chine qui peut faire du dumping social, notamment certains pays qui peuvent produire des biens de première nécessité, par exemple les médicaments. Et donc le fait de réintroduire, de réindustrialiser, etc., ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais il ne faut pas, et c'est ça le risque, tomber dans un extrême. Et là, les États-Unis, en fait, ils sont en train de dire, bah, vous êtes une entreprise européenne, bah, soit vous produisez chez nous, soit on augmente les droits de douane. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à partir de là, on rentre dans une guerre commerciale. C'est une guerre commerciale. Donc, c'est pas du libéralisme, là. Là, on est dans une guerre commerciale où c'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, ce sont, en l'occurrence, les États-Unis. Donc, bien remettre les choses dans leur contexte. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne maîtrisent pas l'économie ou ne reviennent pas sur les classiques. C'est quoi l'économie et pourquoi ces politiques commerciales ont été mises en œuvre. Et donc, en l'occurrence, en ce qui concerne Trump, aujourd'hui, ce n'est pas du libéralisme, c'est du protectionnisme assumé et du protectionnisme de la première puissance économique de la planète et du protectionnisme qui peut mettre en danger d'autres pays, d'autres régions de la planète, etc. Mais Trump s'en fiche et après tout, il a peut-être raison. Mais l'histoire nous le dira. Ou alors, il aura tort et l'histoire s'en souviendra comme du président qui a créé le chaos. On verra. Mais en tous les cas, il faut laisser le temps au temps. Et c'est le temps qui nous dira si ces stratégies étaient les bonnes ou pas. Alors cette semaine, on va avoir beaucoup de résultats. Meta, Microsoft et Tesla, le mercredi, qui vont annoncer des résultats. Si, bien évidemment, les résultats sont décevants, bah, on sait bien que ça va peser sur la bourse. Si les résultats sont excellents, bah, ça peut être positif pour la bourse. Le jeudi, on aura Apple, les résultats d'Apple. Donc ça, c'est très, très important. Est-ce que Apple vend plus? Parce que Apple est un peu en difficulté ces derniers temps. Et enfin, Meta, qui prévoit d'investir 60 à 65 milliards de dollars en 2025 sur l'IA. Les chiffres économiques de la semaine, la Fed, mercredi, décision sur les taux, le discours clé de Powell sur les perspectives économiques. Le jeudi, on aura le PIB américain. Est-ce que la croissance, elle sera là? On s'attend à une croissance de 2,7%. Mais voilà, s'il y a une mauvaise surprise, ça pourrait également secouer les marchés. Et enfin, le vendredi, prêt à la consommation, l'indice d'inflation qui devrait afficher 0,2% en mensuel et 2,9% en annuel. Donc, semaine décisive sur les marchés, j'ai envie de dire année décisive sur les marchés, ça va être vraiment incroyable ce qu'on va vivre. Pour ceux que ça intéresse, on a créé ces dernières années des programmes d'excellence en matière d'investissement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'infos contradictoires, beaucoup de personnes qui ne savent pas où aller, comment investir leur argent, ce qu'il faut faire, etc. Et nous, notre objectif, ça a été de dire, OK, on rentre dans une ère d'instabilité, de volatilité, d'incertitude, avec bien évidemment des choses positives, des choses négatives. Nous, on ne fait pas de la politique. Maintenant, clairement, on s'intéresse à l'économie, on s'intéresse à la politique, et on s'intéresse également à la bourse, à l'investissement. Et donc, 3 programmes. Premier programme, LFA, c'est un programme d'excellence pour démarrer dans la liberté financière et même pour à un niveau avancé. On a des étudiants qui nous ont dit on s'attendait à quelque chose de basique, mais non, c'est très très poussé.
Et effectivement, vous n'avez pas besoin de faire 10 000 programmes. Vous avez un programme qui vous permettra de démarrer dans la liberté financière. Il y a tout. Il y a la partie business sur Internet, il y a la partie mindset, il y a la partie investissement en bourse, la partie investissement immobilier, etc. Un groupe privé. Et honnêtement, cette formation, elle vaut de l'or. C'est-à-dire, moi, j'aurais aimé avoir ce type de formation quand j'ai démarré dans la vie. Ça m'aurait complètement changé ma vie. Et honnêtement, quand j'ai créé cette formation, j'essayais de répondre à la question suivante. Quels auraient été les conseils que j'aurais aimé avoir en démarrant? Et beaucoup de gens sont perdus et je le comprends. Et moi, mon but ici, c'est vraiment de vous donner un guide clair pour réussir dans la vie et réussir financièrement. Swing Trading Mastery, c'est un programme d'excellence sur la partie swing trading. Ça s'adresse aux personnes qui ont déjà un certain niveau, un petit capital, 20, 50 000 $ et plus. C'est pas pour tout le monde, mais c'est un programme d'excellence. On a énormément de retours positifs. Et enfin, Ultimate Investor, moi je dirais que c'est un programme d'excellence. Ça vaut n'importe quelle business school, n'importe quel MBA, sans exagérer. Hein. Je pense qu'il faut juste le suivre pour se rendre compte du niveau et que les retours, si on a autant de retours positifs, c'est que derrière, on a délivré de la valeur. Et Ultimate Investor, c'est 316 heures de formation vidéo. Toutes les dimensions de l'investissement sont abordées. D'accord ? Encore une fois, moi je dis, les personnes qui démarrent dans l'investissement et qui sont jeunes et qui ont un petit capital, effectivement, un DCA sur ETF suffit amplement. Plus on a un capital important, plus on a d'argent, moins on peut se contenter d'être sur du DCA basique. Pourquoi? Parce que on ne peut pas tout miser sur une seule idée. C'est trop dangereux. D'où l'importance de diversifier ses stratégies. Et ça a été l'objectif. Hein. C'est un travail que j'ai fait pour moi également. Parce que c'est vrai que voilà, j'ai un certain patrimoine et l'idée c'est OK, comment gérer au mieux son argent? Quelles sont les meilleures stratégies? Donc, je me suis vraiment penché sur la question. J'ai essayé de travailler et d'apporter quelque chose de très solide parce que je pense qu'il y a une vraie demande aujourd'hui et qu'il y a une vraie problématique. C'est-à-dire, que va faire le marché? Quelles sont les meilleures stratégies? Est-ce que je peux reperdre mon argent rapidement? Sur quoi investir? Et il y a plein de contradictions. Et on voit bien que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas leur sujet. Hein. Elles ne maîtrisent pas, elles ont lu 2-3 bouquins et elles vous disent, voilà, il faut faire du DCA. Et les travaux scientifiques le disent. Oui, mais les travaux scientifiques, c'est quels travaux scientifiques? Et voilà, il faut aller au bout de la chose. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez également aimé ce format. Je ne sais pas si je vais le faire, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais essayer de publier un peu plus souvent, pas beaucoup, mais je pense au moins une fois par semaine, 2 fois par semaine. Mais j'aimerais bien avoir vos retours en commentaire. Encore une fois, et là je vais parler un peu de ma vie, mais c'est pas grave. J'ai créé la Tekken en 2010, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2010, on a plus de 3000 vidéos. Et c'est vrai que j'ai pas besoin de travailler aujourd'hui pour vivre, pour payer mes charges, etc. Et si je le fais, c'est parce que c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui apporte de la valeur et c'est également quelque chose, je pense, qui change la vie des gens. Et même mon temps est précieux. D'accord? C'est pour ça que je donne très peu de conférences. C'est pour ça qu'on m'a invité récemment pour une émission télé, une sorte de télé-réalité, etc., française. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Donc, mon temps, il est précieux. Donc, je vais le consacrer à ma famille, aux personnes que j'aime, à mon école. Et basta, d'accord? Donc, je ne vais pas me perdre dans des choses. Je n'ai pas le temps. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien avoir vos retours. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir, etc. Pour que moi, je puisse me dire, OK, ma communauté, voilà ce qui l'intéresse. Et à partir de là, je vais essayer de vous apporter du contenu à haute valeur ajoutée. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.